Si tu cours ton premier marathon bientôt ou si tu as déjà pris le mur, alors reste jusqu'au bout, tu es au bon endroit pour passer au-dessus la prochaine fois. On dit souvent que durant un marathon, le mur il est obligatoire. Vous savez, c'est ce moment où vos jambes elles répondent plus et où votre tête elle est déconnectée. Alors, mythe ou réalité? Aujourd'hui, je vais démonter brique par brique ce fameux mur pour que vous puissiez enfin comprendre pourquoi il arrive, mais surtout pour vous permettre de l'éviter. Alors le mur, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, c'est pas un point précis au 30 ou au 35e kilomètre. C'est plutôt une chute brutale de la capacité à maintenir son allure, et ça à n'importe quel moment de la course. Mais en effet, ça va plutôt être après la mi-course, puisque pour ça, il faut avoir épuisé les réserves énergétiques. Et surtout, quand on parle de mur, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un, mais deux murs. On va avoir le mur musculaire et le mur énergétique. Alors musculairement, c'est quand les jambes elles disent stop, et énergétiquement, c'est quand le corps, lui, il a plus d'énergie. Vous avez le cerveau qui va littéralement tirer sur le frein à main, vous allez avoir la sensation d'être collé au sol, et en général, quand on parle de mur, c'est de celui-ci qu'on parle. Et petite info, ton cerveau, lui, il s'en fout de ton record. Alors musculairement, le mur, c'est avant tout une question de préparation. Tu sais, c'est ce fameux plan qui dure au moins 12 semaines, mais idéalement 16, 18 ou 20 semaines. Pour le comprendre, le mur musculaire, il faut visualiser les différentes fibres qui vont composer le muscle. On va avoir les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Alors type 1, c'est les fibres dites lentes, petit diamètre, riches en vaisseaux sanguins, elles sont plutôt faites pour l'endurance. Et les types 2, c'est les fibres rapides. Elles sont très puissantes, mais elles se fatiguent très vite. Et là, on va plutôt être sur des fibres pour un effort bref et intense. Et sur un marathon, ce qu'on va avoir besoin, c'est les fibres lentes. Alors même si toutes les fibres, elles vont fonctionner ensemble, elles vont prendre le relais, mais ce qu'on a besoin, c'est essentiellement les fibres lentes. Et pour ça, il faut qu'elles soient entraînées pour un effort long. Et si ces sorties longues, elles ont été trop rares, trop courtes ou pas assez adaptées à l'objectif visé le jour J, il y a une grande chance que vos jambes fassent ressentir de la fatigue ou des douleurs prématurées. Et donc, cette fameuse sensation de mur musculaire. Et pour ça, la solution, c'est un entraînement suffisant avec des sorties longues qui vont être progressives, adaptées. Alors après, est-ce qu'on va parler pour la sortie longue en kilométrage ou en durée? Ça va vraiment dépendre de l'objectif. Si vous voulez que j'en parle plus longuement dans une vidéo spécifique, vous me le mettez en commentaire. Et ensuite, on va avoir ce fameux mur. Celui que la majeure partie des gens parlent quand ils parlent de mur de marathon, c'est ce fameux mur énergétique. Et alors celui-là, pour le comprendre, il faut visualiser où vont se trouver les réserves nécessaires pour franchir la ligne d'arrivée. Alors pour fournir un effort, le corps il va utiliser des lipides, elles sont quasi illimitées, et des glucides. Eux, par contre, en quantité très limitée. Et sur un marathon, c'est surtout cette seconde source d'énergie, les glucides, qui nous intéressent. Le corps, lui, va stocker les glucides grâce à l'eau, sous forme de glycogène. Il va disposer ses réserves à la fois dans les muscles, à hauteur de 300 à 500 grammes. C'est un chiffre qui est variable selon les individus et la capacité à stocker. Puis comme c'est dans les muscles, ça va dépendre de la quantité de muscles de chaque individu. Mais en moyenne, c'est ça, entre 300 et 500 grammes. Donc ça va être réservé à l'effort. Et puis on va avoir 80 à 100 grammes qui vont être stockés dans le foie, qui vont servir à maintenir la glycémie et alimenter le cerveau. Le cerveau, lui, va consommer environ 120 grammes de glucose par jour. Le cerveau, il sait pas utiliser les lipides. C'est pour ça que, je vulgarise un peu, mais quand on manque de sucre, on a cette sensation bizarre de tête qui tourne, on voit un peu flou. Et c'est pour ça que ça va être très important les jours qui précèdent la course de faire ce stock de glycogène, de manger plus de glucides les 3-4 jours qui vont précéder le marathon pour vraiment remplir ses réserves énergétiques et avoir déjà un réservoir plein. Et ça va être le rôle de la surcharge glucidique avant le marathon. Il va servir à simplement maximiser les stocks de glycogène. Si t'as pas d'énergie dans ton corps, t'as beau te ravitailler, il risque d'y avoir un problème quand même. Allure confortable, on va surtout utiliser les lipides quand on court en endurance fondamentale. Par contre, à allure marathon, ça va être les glucides. Alors après, attention, c'est pas je cours à 10 km/h, j'utilise des lipides, je cours à 17 km/h, j'utilise des glucides. C'est plus complexe. Le corps, il va toujours utiliser les deux filières énergétiques. Il les utilise pas séparément. Par contre, il va les utiliser ensemble, mais à des degrés différents selon l'intensité de l'effort. Et donc, à allure marathon, c'est principalement, voire exclusivement les glucides qui vont être utilisés. Et pour ça, il va falloir adopter une stratégie de course et une gestion des glucides. Alors maintenant qu'on visualise tout ça, on commence petit à petit déjà peut-être à comprendre pourquoi est-ce qu'il va être important de s'alimenter pendant la course. Parce que même si encore une fois ça va dépendre de l'allure, un coureur en moyenne sur un marathon, il va dépenser entre 900 et 1100 calories par heure de course. Et donc sachant que les réserves de glycogène, elles tiennent encore une fois selon l'intensité de l'effort, environ 1h30, forcément on va finir par en manquer. Même pour un coureur rapide qui lui court en 2h05, 2h10, il va pas pouvoir aller au bout s'il se ravitaille pas.
C'est un peu comme si vous roulez dans votre voiture et puis vous vous arrêtez jamais à la station pour faire le plein. Bah, à un moment donné, votre voiture, elle roule plus. Bah, votre corps, c'est pareil. Si vous lui donnez pas du ravitaillement à des moments clés, à un moment donné, il a plus de réserve. Et quand il a plus de réserve, eh ben, il vous dit stop, il vous colle au sol et vous avancez plus. Au niveau de la quantité, les recommandations aujourd'hui, c'est entre 60 et 90 grammes par heure de glucides, environ 6 à 8 gels de 25 grammes. On peut monter plus. Je vais pas rentrer dans ce débat. Là, ça va vraiment être selon les individus, selon votre capacité. Mais en moyenne, déjà, si vous arrivez à gérer 60 à 90 grammes de glucides par heure, c'est très bien. Après, il y en a qui vont me dire, moi, les gels, j'aime pas ça, je les digère mal. C'est pas grave. Après, aujourd'hui, on va avoir plein d'alternatives et notamment les boissons de l'effort. Et les boissons, c'est plus celles d'il y a 20 ans avec un goût dégueu. Moi, je sais que par exemple, je prends la boisson ISO de Decathlon. Je prends celle à la framboise. Celle-là. Franchement, je me régale. Je la prends toujours en complément de mes gels. Alors, mes gels, je prends des Morten parce que pour le coup, c'est les gels qui me vont. J'aime pas les gels avec du goût. En termes de texture, Morten, je les trouve parfaits. J'ai toujours fait mes marathons avec ça. Je fonctionne comme ça, donc ça change pas. Autant des fois, il faut tester, essayer des nouvelles choses. Autant pour le coup, l'alimentation en marathon, quand vous avez trouvé ce qui vous convient, changez pas. Une fois que vous avez la bonne formule, gardez-la. Sur marathon, j'en prends un tous les 6 kilomètres. Là, je prépare le marathon de Séville. Je vous mets la vidéo juste là pour ceux qui l'ont pas encore vu. Très certainement, dans une prochaine vidéo, je vous détaillerai ma stratégie de nutrition pour le marathon. Avec les gels, je prends toujours une petite flasque de boisson ISO. Ils font aussi, là, je vous ai dit, je prends en framboise. Ils font aussi à la pêche. On dirait de l'ice tea. Franchement, c'est super bon. Je fais pas de pub, mais bon, si ça peut en aider certains. Par contre, attention. Que ce soit des gels ou une boisson de l'effort, il y a une chose qui est primordiale et importante. C'est que quoi qu'il arrive, il faut entraîner vos intestins pour ne pas avoir de surprise le jour de la course. Il n'y a pas le choix. Ça, intransigeance totale là-dessus. Entraînez vos intestins pour pas avoir de surprise le jour de la course. On teste toujours avant et pas à la dernière sortie. On teste plusieurs fois. Si vous connaissez pas les gels, si vous connaissez pas les boissons, vous en achetez des différentes, vous testez, vous regardez. Est-ce que je les digère bien? Combien il m'en faut? On répétera jamais assez, mais le jour de la course, on n'essaie rien de nouveau. On teste avant. OK? Le jour de la course, tout doit être calé au millimètre. Après, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez pas avoir de mauvaise surprise, moi, je vous conseille d'essayer avant et normalement, ça devrait le faire. Et justement, le fait de s'entraîner, ça va aider vos intestins. Et plus vous allez à l'entraînement ingérer de glucides, plus vous allez être capable d'en ingérer. Et donc, forcément, vous allez mieux les digérer, vous allez mieux les tolérer, vous allez mieux les utiliser. Et après, c'est un cercle vertueux. Ça vous évitera les troubles gastriques. Et croyez-moi que ça, je crois que c'est pire que le mur. Et la majorité des abandons, malheureusement, sur marathon, c'est dû à ça, c'est aux problèmes intestinaux. Donc voilà, vaut mieux faire le job avant que se planter le jour de la course. Si on se plante avant, c'est pas grave. On fait une sortie longue, on a un peu mal au bide, au moins on peut ajuster. Le jour de la course, c'est trop tard. Si vous courez au-delà de 4h, 4h30, ça n'empêche pas de s'arrêter au ravitaillement. Par contre, on va éviter quand même les aliments lourds et compliqués à digérer. Voilà, peut-être une petite pâte de fruits, une gomme, ce genre de choses. Éventuellement une banane. Commencez pas à me prendre un bout de saucisson ou je sais pas quoi. Bon, après, sur marathon, en général, il y en a pas. Ça, c'est plutôt sur trail, mais voilà, quelque chose qui se digère bien quand même. Donc, l'entraînement spécifique à l'ultramarathon, il va entraîner les muscles à encaisser ces chocs, à encaisser cette répétition de pas tout au long des 42 km 195 et donc à absorber musculairement l'effort. Et l'entraînement digestif, si on peut dire ça comme ça, l'entraînement à l'ingestion des glucides, il va permettre à votre corps d'améliorer en parallèle l'utilisation des lipides et il va habituer le corps à utiliser les glucides à l'allure visée. Par contre, attention, aucune préparation ne retarde le besoin de s'alimenter. Elle retarde seulement le mur énergétique le plus tard possible. Et finalement, le seul mur acceptable, c'est celui qui arrive après la ligne d'arrivée. Et s'il n'arrive pas, c'est même encore mieux. Donc retenez une chose, le mur du marathon, c'est ni un mythe, ni une réalité absolue, mais c'est un paramètre de la course qu'il faut apprendre à entraîner et à gérer, comme le reste. Et prendre le mur ou non, ça changera clairement votre expérience du marathon. Croyez-moi qu'un marathon qui se passe bien, où on s'est bien alimenté, où on finit, on n'est pas sur le carreau. Alors oui, ça reste un marathon où si vous avez tout donné, vous allez arriver fatigué, peut-être épuisé, vous allez avoir mal aux jambes, mais ça n'a rien à voir avec la sensation d'être vidé énergétiquement. C'est vraiment deux choses différentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo. Tu me dis en commentaire si tu as déjà pris le mur pendant une course. N'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un qui a besoin de conseils. Et moi, je te dis à très bientôt.